Les négociations sur la formation du gouvernement donnent lieu à un bras de fer en Tunisie entre le président Kais Saied et le parti d'inspiration islamiste Ennahda. Mais ils ont finalement trouvé un accord mercredi. Le président de la RD Congo, Félix Tshisekedi, a imprimé sa marque sur la haute magistrature, ce en assistant mercredi à la prestation de serment de haut magistrat qu'il vient de nommer. En Guinée, les forces de l'ordre et les manifestants se sont affrontés dans la rue de Conakry. Ces nouveaux heurts sont intervenus à 2 semaines du référendum constitutionnel du 1er mars prochain. Nouveau point de l'actualité sur SICA, bienvenue. Les négociations sur la formation du gouvernement ont donné lieu à un bras de fer en Tunisie entre le président Kais Saied et le parti d'inspiration islamiste Ennahda. Ils ont finalement trouvé un accord mercredi, ce qui devrait écarter le spectre de nouvelles élections. Après l'échec en janvier d'un gouvernement constitué sous la houlette d'Ennahda, le Premier ministre désigné par Kais Saied, Ilyes Farfat, a présenté mercredi soir une nouvelle liste de ministres. La formation de ce gouvernement a consisté en une large coalition qui représente le spectre politique sous toutes ses formes, est ouverte à toutes les familles politiques et intellectuelles et est basée sur un protocole d'accord qui a constitué une plateforme politique visant à assurer la stabilité et à offrir des possibilités de réussite. Nous nous engagerons à faire en sorte que ce gouvernement, après lui avoir accordé la confiance, soit le gouvernement de tous les Tunisiens, quelles que soient leurs différences d'appartenance ou leurs opinions, et qu'il soit un gouvernement qui unit et ne sépare pas, et qu'il serve le peuple et les objectifs les plus élevés du pays. Le parti de Rached Ghannouchi, qui avait initialement désavoué la composition du gouvernement présenté samedi soir par Farfat, s'est finalement engagé à soutenir ce cabinet. Ce soutien ouvre la voie à son approbation par le Parlement, où Ennahda dispose du principal contingent avec 54 députés sur 217. Alors qu'Ennahda avait soutenu Kais Saied au second tour de la présidentielle, ces négociations ont mis à jour de profondes divergences entre les deux principaux acteurs. Néophyte en politique, mais élu en octobre dernier avec un très confortable score, Kais Saied est un spécialiste du droit constitutionnel très critique du système parlementaire partisan. Ghannouchi, lui, est une figure de la classe politique aux commandes depuis la révolution de 2011 qui a vu son poids électoral s'éroder, même s'il demeure la principale force du pays. En Guinée, les forces de l'ordre et les manifestants se sont affrontés dans les rues de Conakry. Ces nouveaux heurts sont intervenus à 2 semaines du référendum constitutionnel du 1er mars prochain que l'opposition dénonce comme une manœuvre du président Alpha Condé pour briguer un 3e mandat fin 2020. À 2 semaines d'un référendum constitutionnel à haut risque, l'opposition guinéenne a une nouvelle fois manifesté ce mercredi contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Dans la capitale Conakry, des heurts ont opposé en plusieurs endroits les forces de l'ordre à des manifestants qui ont érigé des barricades. Au moins 5 manifestants ont été arrêtés. 3 militantes du Front national pour la défense de la Constitution FNDC, le collectif de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile qui mènent la contestation depuis 4 mois, ont été également interpellées à Conakry. Conduites devant un juge, elles ont été inculpées d'attroupement illégal et trouble à l'ordre public avant d'être écrouées, a déclaré leur avocat Salifou Beavogui. Également membre du FNDC, la députée Jessira Traoré a affirmé avoir aussi été interpellée ce mercredi alors qu'elle était en route pour la ville de Ourekaba où elle comptait sensibiliser la population afin qu'elle ne participe pas au référendum constitutionnel organisé le 1er mars en même temps que des législatives. Présentée devant un juge, elle a été interrogée puis laissée libre, a-t-elle expliqué. Sur Twitter, le chef de file de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, a dénoncé une violation de l'immunité parlementaire de cette dernière. La Guinée est le théâtre depuis mi-octobre de manifestations, parfois durement réprimées contre le projet prêté au président Condé de chercher à se succéder à lui-même fin 2020.
L'actuelle constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Le projet de nouvelle constitution maintient cette limite, mais l'opposition soupçonne que son adoption servirait à Alpha Condé de prétexte pour remettre son compteur présidentiel à 0. Au Togo, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 22 février, à 3 jours du scrutin, alors que les militants font campagne dans la rue de Lomé. Un groupe de la société civile perd le droit de déployer des observateurs. Au total, 7 candidats sont en lice pour la présidentielle, dont le chef de file historique de l'opposition Jean-Pierre Fabre, l'ancien Premier ministre Kodjo Agbeyome et le président Faure Yassingbe qui briguera un 4e mandat. À 3 jours du scrutin, les militants des différents candidats font campagne dans les rues de Lomé. Les élections se passent à 2 tours. Un coup KO, nous, les partisans du parti uni, du grand parti uni, nous ne voulons pas, c'est pas que nous ne voulons pas, nous voulons que notre champion passe le premier tour, c'est fini. Un coup KO veut dire, premier tour, c'est que nous avons un pourcentage qui nous autorise de ne plus faire chose, le deuxième tour. Ouais, vous savez, c'est David contre Goliath, c'est Dieu qui fait notre palabre. Oui. Sans les moyens déjà, la population est prête à nous voter. C'est ça. Et nous savons qu'au soir du 22, nous serons déclarés vainqueurs, qu'ils le veuillent ou pas. Ou rien. Ce mercredi, la Commission électorale nationale indépendante a annulé l'accréditation accordée à la concertation nationale de la société civile pour déployer des observateurs lors du scrutin présidentiel du 22 février, l'accusant d'ingérence dans le processus électoral. Interrogé, Kofi Delia Kepome, le directeur exécutif de cette organisation, un regroupement d'une 60aine d'organisations togolaises, qui avait prévu de déployer quelques 500 observateurs dans l'ensemble du pays, a expliqué que son conseil d'administration se réunira pour décider de la conduite à tenir. Fin janvier, les autorités ont déjà rejeté la demande d'accréditation en tant qu'observateur électoral du conseil épiscopal, justice et paix de l'Église catholique, invoquant ses positions partisanes sur la situation politique au Togo, qui a connu d'importantes manifestations anti-pouvoir depuis 2017. D'autre part, les candidats de l'opposition se sont tous plaints de ne pas avoir touché la subvention que l'État devrait leur verser pour mener campagne. Afin de pouvoir assurer le 22 février prochain la sécurité du vote général, policiers et militaires ont voté par anticipation dès ce mercredi pour la présidentielle. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a imprimé sa marque sur la haute magistrature en assistant ce mercredi à la prestation de serment de haut magistrat qu'il vient de nommer objectif, réformer la justice avec pour priorité la lutte anticorruption. Nul doute qu'une nouvelle ère pointe à l'horizon dans la gestion de l'appareil judiciaire pour une meilleure justice équitable pour tous, a proclamé la présidence de la République dans un communiqué. Ces nominations ont suscité beaucoup d'espoir chez les défenseurs des droits humains qui accusent la justice d'être corrompue, lente et de se prononcer à la tête du client. L'Association congolaise pour l'accès à la justice attend une lutte concrète et rapide contre notamment la corruption et les crimes graves. La RDC occupe la 168e place sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption établi par l'ONG Transparency International dans un rapport rendu public fin janvier. L'envoyé spécial des États-Unis pour les Grands Lacs avait insisté sur le fait que Washington était prêt à aider la RDC à lutter contre la corruption et l'impunité en rencontrant tour à tour le président Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila la semaine dernière à Kinshasa. Des hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la justice militaire, très actifs en RDC, ont prêté serment. Le nouveau procureur général près la Cour constitutionnelle, qui peut mettre le chef de l'État en accusation, prêtera serment plus tard devant le Parlement réuni en congrès, a expliqué une conseillère du président Tshisekedi. Ces mouvements interviennent au moment où des enquêtes sont lancées sur l'utilisation des fonds alloués à des chantiers publics dans le cadre d'un programme d'urgence initié par le chef de l'État et géré par ses proches collaborateurs. Après une multitude de trêves rompues et de promesses non tenues, la méfiance est profondément enracinée dans le plus jeune pays au monde, plongé dans la guerre civile depuis décembre 2013, 2 ans après son indépendance du Soudan. Dans les camps des déplacés, les gens veulent voir des actes et non se contenter de paroles de la part de dirigeants qui n'ont cessé d'abuser de leur confiance.
Après avoir fui leur foyer lors des combats brutaux qui ont éclaté en 2013, près de 190 000 civils du Soudan du Sud vivent sous la protection constante des Nations Unies dans des camps de déplacés. Mais alors que la pression monte sur le président Salva Kiir et son ancien adjoint Riek Machar de respecter la date limite du 22 février prochain pour former un gouvernement, de nombreux citoyens dans ces camps craignent que la paix ne s'effondre à nouveau dans la violence. Malgré les promesses venant de Juba que la paix est à portée de main, ils refusent toujours d'en partir. Que notre chef vienne à nous, même dans le site de la protection des civils. Que Salva Kiir vienne nous dire « Mon peuple, vous devez rentrer, ne craignez pas. Maintenant, nous faisons la paix, n'ayez pas peur de nous. Nous sommes votre peuple, n'ayez pas peur de nous, alors nous serons heureux. » Mais maintenant, ils sont loin. On entend à la radio, il y a la paix, mais nous n'en sommes pas sûrs. Rivaux de longue date, Salva Kiir et Riek Machar ont signé en septembre 2018 à Addis Abeba un accord de paix destiné à mettre fin à une guerre civile qui a fait plus de 380 000 morts et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Mais la prudence reste de mise alors que les deux hommes ont échoué à respecter deux précédentes échéances pour la formation de ce gouvernement, considéré comme une étape cruciale vers la paix. Cette fois-ci, ils se sont engagés à créer une armée nationale unifiée. Mais cette promesse ne s'est pas encore matérialisée. Les combats avaient diminué après la signature de l'accord de paix, mais les violences sont à nouveau en hausse à l'approche du 22 février. Et voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.